Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire de cette nouvelle série. On va démarrer, je vais vous partager mon écran. Ça y est, vous devriez avoir apparaître sur votre écran la présentation. Et déjà, est-ce que vous pouvez, avant que je me lance, tous me confirmer que vous voyez bien et que vous m'entendez bien dans le chat, s'il vous plaît? Tout est OK? Super. Bon, a priori, personne n'a de problème, tant mieux. Eh bien, écoutez, c'est parti. Pour ce du coup, troisième épisode de cette deuxième série, on va aborder le sujet aujourd'hui volontairement provocateur des 10 villes dans lesquelles il ne faut surtout pas investir en 2022. Et on va surtout découvrir voilà, comment différencier un bon d'un mauvais investissement. Donc, pour ce qui est de la structure, moi, je vous propose de vous faire une petite présentation d'une vingtaine de minutes. Encore une fois, n'hésitez pas à ajouter vos questions au fur et à mesure dans la section qui est dédiée à ça. On y reviendra justement lors de 10 minutes d'échange, de questions-réponses avec chacun d'entre vous. Mais avant ça, juste deux mots sur rappeler notre métier chez Bivouac. Donc Bivouac, on est une société qui s'est créée en 2017, spécialisée dans l'investissement immobilier locatif clé en main. Et au quotidien, on accompagne des particuliers comme vous et moi dans leurs projets immobiliers locatifs, de la recherche d'une opportunité, et même avant, même de la détermination de leur stratégie d'investissement, jusqu'à ce qu'ils soient propriétaires d'un bien, qu'on ait financé, expertisé, également sur les plans juridiques et techniques, mais également aménager, rénover, ameubler et également trouver un locataire. Voilà, on va jusqu'à ce qu'un locataire soit dans les lieux et qu'on ait même éventuellement trouvé un gestionnaire, un professionnel de l'immobilier local qui prenne le relais pour gérer l'investissement à la place de notre investisseur et s'assurer que tout roule sur le long terme. Donc aujourd'hui, on fait ça dans à peu près une petite dizaine de villes sur le marché français. On a des critères bien définis du fait de l'expérience, d'expertise qu'on a développée au cours de ces 5 dernières années. Et puis notre spécificité, c'est également vous allez voir dans cette présentation, d'analyser vraiment pour nos investisseurs le marché et de leur présenter uniquement les opportunités dans des zones précises, sélectionnées. Justement, tout simplement les zones qui sont les plus porteuses pour l'investissement immobilier locatif. En quelques mots, voilà, comme je le disais, le Bivouac, on est créé depuis 5 ans bientôt. On réalise à peu près 250 projets par an et visiblement, nos clients sont contents puisqu'ils viennent principalement recommander. On fait très, très peu de marketing et on se permet même de sélectionner nos prospects parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc voilà. Mais voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces 4 thèmes qu'on va aborder ensemble. Aujourd'hui, pour arriver à ce fameux classement des villes où ne pas investir, ça ne peut pas être fait sans déjà revoir les bases de qu'est-ce qu'un bon investissement locatif. C'est vraiment, on va parcourir voilà, des éléments clés qui vont vous permettre de ensuite savoir quels critères regarder. Justement, on ira aussi un peu plus en profondeur sur les critères que nous, on analyse afin de nous guider dans le choix des villes et au sein de ces villes, des quartiers dans lesquels on va sélectionner des opportunités pour nos investisseurs. Et puis, on en terminera sur, bien sûr, ce palmarès de villes et également quelques tendances globales pour 2022 et conclusion générale. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'un bon investissement locatif? La définition, elle est très simple. C'est la réunion de 3 choses. Un bon investissement, c'est bien sûr quelque chose de rentable, puisque si vous investissez, c'est dans le but de gagner de l'argent, que ce soit pour transmettre un capital à vos enfants, dégager des revenus complémentaires ou encore préparer votre retraite. Et donc, effectivement, j'en pense une porte ouverte, mais plus votre investissement va être rentable, plus on va dire, meilleur il sera. Pardon. Mais c'est pas le seul critère qu'il faut regarder, parce que si sur le papier votre investissement est rentable, mais qu'il se loue que très difficilement 8 mois ou 7 mois par an, et bien là,
en fin de compte, vous n'allez pas empocher tous les loyers que vous espériez. Donc ça, c'est le deuxième critère vraiment d'un bon investissement, c'est qu'il se loue également facilement avec une tension locative importante. Et enfin, encaisser des loyers, ce n'est pas le seul moyen que vous avez de générer des revenus et de gagner de l'argent sur votre investissement locatif. Vous avez également la possibilité, si vous investissez au bon endroit, demain de revendre et de faire une plus-value. Et donc, c'est tout aussi intéressant de viser des marchés qui vont prendre de la valeur demain pour réaliser le meilleur gain financier possible. Donc, pour ces trois critères qui constituent un bon investissement locatif, on a chaque fois un indicateur, le rendement brut quand on s'intéresse à la rentabilité de notre bien, qui n'est donc rien d'autre que le ratio entre les loyers que vous allez percevoir sur l'année et le prix d'achat de votre bien, mais également le taux de vacances locatives moyen, ce qui est important de regarder, et puis enfin l'évolution des prix, bien sûr, du marché pour estimer est-ce qu'on a un investissement qui va prendre de la valeur ou pas. Seulement, voilà, ces trois indicateurs, il faut les regarder et on les met en avant systématiquement dès lors que l'on trouve une opportunité d'investissement qu'on propose à un de nos investisseurs. Mais le véritable indicateur qui regroupe un petit peu ces trois notions et qui va vous permettre justement d'analyser est-ce que oui ou non je me trouve face à un bon investissement, c'est cette notion de gain net qui n'est rien d'autre que la somme des flux financiers que vous allez percevoir, encaisser ou décaisser tout au long de la durée de vie de votre investissement. Donc, quels sont ces flux justement? Vous allez demain être propriétaire d'un investissement locatif qui va se louer, vous allez donc percevoir des loyers fois justement alors 12 mois ou 11 mois en moyenne si jamais vous avez un peu de vacances locatives, durant toute la durée de votre projet. Puis, vous allez également le revendre et vous allez devoir soustraire à ça la mise de départ, c'est-à-dire l'apport que vous avez mis sur la table pour démarrer ce projet initialement, et éventuellement le cash flow ou l'effort d'épargne que vous allez devoir concéder pour conserver votre investissement, tenir votre investissement sur la durée. Tout ça, mis bout à bout, vous donne cette fameuse notion de gain net. Et pour cela, je propose de prendre un exemple avec un investissement qu'on a réalisé. C'est à Angers, dans une petite copro des années 70. Vous avez ici une photo des parties communes. Vous avez ici une photo de l'état de l'appartement tel qu'on l'a trouvé, puis l'appartement tel qu'on l'a réaménagé. Et tout ça, tout simplement, c'est là, vous avez mis des captures d'écran, des rapports d'investissement qu'on envoie à nos clients dès lors qu'on trouve une opportunité intéressante par rapport à leur projet de recherche. Toutes ces informations sont bien entendu reprises sur ce document qui est interactif. Et puis, donc là, pour donner quelques détails, on est effectivement à Angers. Donc, on avait un prix d'achat un peu moins de 100 000 euros dans un quartier périphérique de la métropole. Et c'est là où on en vient à toutes ces considérations financières. Donc, on fait ce travail de tout vous détailler pour que vous ayez une vision précise de qu'est-ce qu'il en retourne sur vraiment ce projet-là. Et donc, avec notamment tous ces frais d'acquisition, vous avez vu l'aménagement qu'on a réalisé, ça nécessite un peu de travaux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des frais de notaire, bien sûr, des frais de courtage, nos honoraires à nous, on n'est pas gratuit. Et puis, tout ça mis bout à bout, on arrive sur un budget total de 130 947 euros. Notre client, il a apporté sur la table 19 000 et quelques. Et puis, après, une fois qu'il est propriétaire, ce n'est pas terminé parce que être propriétaire, c'est aussi, certes, avoir le droit d'encaisser des loyers, mais aussi le devoir de payer tout un tas de charges qui vous incombent, à savoir des charges de copropriété, une taxe foncière, une assurance à payer chaque mois, des frais de gestion locative éventuellement également si vous souhaitez faire déléguer votre investissement. Plus, nous, on vous prend également en provision des frais qui, on sait, vont tomber un jour ou l'autre parce qu'il y a investissement immobilier, c'est faire de l'entretien, etc., etc. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça vous donne un bilan, une épargne mensuelle à sortir de votre poche chaque mois de l'ordre de 161 euros. Et c'est à prendre en compte, bien sûr, dans ce fameux calcul de gain net. Et donc, vous le voyez, à l'issue de cet investissement, notre investisseur, dans 20 ans, aura
empocher la modique somme de 63 809 € après revente du bien et après avoir déboursé vraiment l'ensemble de ces dépenses. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut prévoir la revente du bien La réponse, c'est que très clairement, on ne peut pas. Impossible de prévoir avec précision est-ce que votre bien, dans 10, 15, 20 ans, aura pris 30, 50, 70% de valeur. Ça, c'est ou 10. C'est impossible. Par contre, on est en mesure d'aujourd'hui, avec de bien sélectionner notre marché pour se donner toutes les chances, on va dire, d'aller dans une ville qui va être dynamique et dont l'évolution des prix va aller dans le bon sens. Pour nos modélisations financières, ce que vous voyez tout le temps sur ceux qui connaissent nos rapports, on prend systématiquement par défaut la valeur conservatrice, on va dire, de 1% par an. C'est moins que l'évolution moyenne constatée sur tout le marché français. Mais avec ça, voilà, on remet le calcul ici, vous l'avez, on a un gain net autour de 60 000 € si ce même investissement a pris que 1% de valeur durant 20 ans. Il s'avère que Angers, on est aujourd'hui en mars 2022. Si vous aviez eu la bonne idée d'investir en mars 2002, eh bien, le marché a pris en 20 ans 220%. C'est presque 6% par an. Et donc, quand on fait le calcul de bout en bout, là, on est sur des chiffres beaucoup plus intéressants. On a un investissement qui aurait apporté à cet investisseur à l'époque, voilà, 248 000 €. Alors, je passe sous silence toutes ces questions de fiscalité, parce que là, on vous fait un bilan gain net qui n'est pas imprégné de ces notions fiscales, et pour la bonne et simple raison que ça dépend de chacun d'entre vous. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en fonction de ses revenus issus de salaires et autres placements. Et puis, voilà, il y a plein d'autres choses qu'on a passées volontairement sous silence là, mais qui seront d'ailleurs l'objet d'autres webinars. Donc, je vous invite à nous suivre. Et puis, bien entendu, cette réflexion-là, c'est juste pour la beauté du calcul. À l'époque, effectivement, ce n'était pas non plus les mêmes taux d'intérêt, etc. Mais c'est simplement pour vous montrer la musique et le mode de calcul qu'il faut que vous fassiez sur chaque investissement que vous allez sélectionner demain. Justement, quand on parle de sélection d'investissement, quels sont les critères? Quels sont les critères qui doivent nous guider pour choisir la bonne opportunité? Alors déjà, c'est important de le noter, il y a vraiment deux typologies de critères. D'un côté, ce qu'on va appeler les critères macroéconomiques, par exemple, voilà, l'évolution démographique d'une ville, la part de locataires. Donc, tout ça va nous donner un petit peu une idée de la profondeur du marché locatif, donc potentiellement de l'état de la demande. Mais ne regarder que ces critères macroéconomiques, ça serait malheureusement taper un peu à côté de la cible, parce que on le sait également, hein, votre investissement, rien que l'état de la façade, l'état des parties communes, l'état de l'aménagement à l'intérieur de votre bien joue énormément et joue pour beaucoup également dans l'attractivité sur le marché locatif que vous allez lui donner, et même aussi, voilà, si vous vendez demain, dans 20 ans, un appartement qui est délabré, vous le vendrez moins cher que si vous l'avez bien entretenu durant toute cette durée. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il y a d'un côté des critères macroéconomiques et aussi des critères qu'on appelle micro, qui vont vraiment, voilà, là, toucher aux qualités intrinsèques de votre opportunité, de votre bien, et auxquelles il faudra prendre en compte pour juger de l'attractivité de l'investissement en question. L'objet de cette présentation, c'est plus de s'intéresser sur justement ces comparatifs entre villes et donc à ces critères macroéconomiques. Et on vous en a mis une petite sélection des critères que chez nous, chez Bivouac, notre pôle analyse de données, on a des data scientists qui travaillent quotidiennement sur ces sujets-là, vont aller analyser et regarder pour sélectionner les villes dans lesquelles qu'on ouvre et dans lesquelles on va chercher les opportunités pour nos investisseurs. Et puis au sein de ces villes, du coup, les quartiers, les zones qui sont les plus intéressantes. Donc, tout ça, encore une fois, en gardant en tête cette définition d'un bon investissement, le but, c'est de
de se dire que bah, on se trouve vraisemblablement dans un marché qui va prendre de la valeur si on a bah, une évolution favorable de la démographie, si on a de plus en plus de personnes qui arrivent dans cette ville. On peut penser raisonnablement que la demande à l'achat va augmenter, puis aussi peut-être la demande à la location. Si on a également un nombre important d'étudiants, on est en raison sûrement de penser qu'on a un marché locatif qui est assez profond, donc euh, bah, une vacance locative moindre, etc. etc. Il y a plein d'autres critères qui viennent nuancer ces analyses, parce que regarder la part d'étudiants seuls serait pas correct. Donc, on arrive au cœur du sujet. Voilà, nos data analysts en interne, je vous ai parlé qu'une sélection vraiment de critères qu'ils analysent au quotidien. En vrai, on a plus de 150 points de données qu'on va regarder pour nous permettre justement d'établir ces indices de risque, d'établir ces notes entre villes. Voilà. Et c'est ce travail que je vais vous présenter maintenant, ou du moins un résumé, pour accéder au contenu vraiment complet et aux résultats complets de nos analyses. Bah, je vous invite à nous suivre sur notre page LinkedIn ou encore à vous inscrire à la newsletter sur notre site, puisque je ne vous donnerai pas accès à tout aujourd'hui, mais dans les prochains mois et voire semaines, vous devrez recevoir, si vous nous suivez, un résultat complet de ces analyses qu'on est en train de sortir. Donc, le travail qu'on a mené depuis quelques mois déjà, c'est de prendre l'ensemble des plus grandes métropoles, plus grandes villes françaises et de les comparer selon tous ces critères que je vous ai listés précédemment et d'aller regarder quelles sont les villes, du coup, les plus porteuses et celles, à l'inverse, qu'il faut fuir. Eh bien, voilà, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Je vous présente ici un échantillon bien choisi, hiérarchisé voilà, de la pire à la moins pire. Béziers en tête de file, des villes où il ne faut pas investir. Alors, pourquoi? Ça serait un peu injuste de taper du doigt sur Béziers sans justifier tout ça. La raison, c'est que Béziers, à l'issue des critères qu'on a analysés, certes présente un rendement moyen qui est très élevé, 8,63% de rendement brut moyen. C'est loin d'être ridicule. Au contraire, c'est même sur le marché français un très bon score. Un marché l'immobilier qui a tout de même pris un peu de valeur. On est à presque 9% d'évolution en moyenne sur les prix de l'immobilier à Béziers sur les 5 dernières années. Mais seulement, voilà, il y a d'autres choses qu'on regarde qui font un peu cloche, qui font un peu tâche, pardon, notamment la part de logements vacants. On a 17% des logements qui sont vacants à Béziers. On a également une population avec, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois 15% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ça se ressent voilà, forcément avec un revenu médian qui est très très faible. C'est 4 fois moins que celui de Boulogne-Billancourt à côté de Paris. Et puis également une part d'étudiants très faible. Voilà, c'est quasiment 5 fois moins qu'à Lille. Bon, Lille est une ville beaucoup plus grande, vous allez me dire, mais en proportion, je parle, voilà, on a 5 fois moins d'étudiants à Béziers qu'à Lille. Et ça, on sait quand on investit dans l'immobilier locatif, il faut bien penser à quelle est justement notre cible de locataires. Et tous nos locataires sont principalement voilà, des étudiants ou des jeunes actifs. Donc, clairement pas un critère qui va dans le sens de cette belle ville de Béziers, qui est pour autant par ailleurs pas désagréable à vivre. Mais voilà, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Il y a des fondamentaux économiques, une tension à l'emploi, une tension démographique qui n'est pas là, tout simplement. Et tout ça, voilà, mis bout à bout, c'est des mauvais signes pour un investissement. Alors, encore une fois, je vais vraiment nuancer ce propos-là. Moi-même, je connais des investisseurs qui ont investi à Beauvais
à Perpignan, à Dunkerque, qui ont des investissements qui sont rentables. Et l'objet de cette présentation, ce n'est pas de dire que dans l'ensemble de ces villes-là, il n'y a que des investissements qu'il faut fuir. Il y a certes des opportunités à prendre, même aussi dans ces villes-là, mais l'objet de cette présentation, c'est de vous présenter voilà, que la réalité du marché, qui est que c'est certainement pas une erreur de penser que le risque locatif à Béziers n'est pas le même du tout qu'à Lille ou encore à Lyon. Et ça, vous vous en doutez bien. Mais voilà, l'objectif est de vraiment représenter, remettre en perspective toutes ces villes selon tous ces critères qu'il faut regarder absolument avant de vous lancer et avoir conscience que tout simplement, voilà, demain investir à Sarcelles, c'est aussi faire, certes peut-être espérer un rendement plus supérieur, mais aussi faire face à des aléas, à des risques de vacances locatives supérieures, à des qualités de locataires moins bons payeurs. On lance par ailleurs un podcast bientôt, là, à la fin du mois, pour présenter toutes les anecdotes que nos clients investisseurs ou d'autres personnes à qui qu'on côtoie au quotidien nous rapportent sans arrêt. Et je peux vous dire que des mauvaises histoires dans l'immobilier, malheureusement, ça arrive. Et la réalité, c'est que ça arrive plus souvent dans des marchés où on a un peu moins de tension locative, moins la capacité à sélectionner son locataire, parce que c'est aussi ça, investir dans une très grande métropole avec une forte demande. On sélectionne ses locataires, on a des locataires mieux qui sont des meilleurs payeurs, et sur le long terme, ça a un impact. Allez, assez de taper sur les doigts de cette belle ville du Sud. Allons maintenant plus vers des réjouissantes. Le top 10 des villes où investir, encore une fois, selon l'ensemble des critères qu'on a analysés, que je vous ai présentés précédemment, eh bien, on retrouve les villes les plus dynamiques, ou du moins les agglomérations, parce que même à côté de Lyon, il y a tout un tas de villes qui bénéficient énormément du dynamisme lyonnais. Et puis, on vous a pris un exemple voilà, pour l'illustrer et pour faire rebondir également sur cet exemple précis que vous avez pris dans la ville d'Angers. Ce qui est important de noter, c'est que cette ville d'Angers, voilà, avec un rendement de près de 5%, l'évolution des prix sur 5 ans, c'est absolument hallucinant. On a en moyenne, je dis bien en moyenne, sur l'ensemble des quartiers d'Angers, un marché immobilier qui a évolué de près de 42% sur 5 ans, pour seulement 7% de logements vacants, un revenu médian qui est sans commune mesure, et puis 14% d'étudiants. Donc voilà, encore une fois, je me suis arrêté que sur ces 5 petits critères. On aurait pu parler de plein d'autres choses. On aurait pu parler voilà, d'autres critères qui comptent également, qui vont peser dans la balance, notamment le taux de suroccupation des logements, la part de chômeurs, etc. Le perdre en actif, il y a la part d'HLM. On analyse vraiment tout un tas de données, mais c'est assez intéressant de voir qu'en fait, le gap entre Béziers et Angers en termes de dynamisme de ville ne semble pas il semble par contre être un véritable fossé entre les deux villes quand le rendement, on perd 3 points, vous allez me dire c'est beaucoup. Après, on parle d'un rendement moyen et allez sur notre site, vous verrez qu'on arrive à trouver encore des projets à l'ordre de 7% de rendement, même parfois plus à Angers. Encore une fois, si on sait où chercher, on peut en trouver. Quid de Marseille? Il y a une petite question que je prends à la volée comme ça. C'est une très bonne idée, c'est une très bonne question, pardon. Marseille apparaît pas dans le top 10, mais elle est juste en dessous. Et justement, je vais en toucher un mot dans la 4e partie. Donc, où j'y viens, justement. On parlait des tendances globales. Je vais évoquer le cas Marseille parce que c'est aussi une des villes, effectivement, très, très porteuses en 2022. Et on ne peut pas finir ce webinaire sans en parler. Alors, venons maintenant au temps des conclusions. Qu'est-ce qu'il faut retenir et quelles sont les tendances pour 2022? Encore une fois, j'insiste, l'objet de mon propos, ce n'est pas de dire qu'il n'y a que des mauvais investissements à Béziers, à Sarcelles ou à Tourcoing. Il s'avère qu'on est capable de trouver des opportunités d'investissement intéressantes, même dans ces villes-là, et que moi, j'ai vu des investisseurs investir dans des excusez-moi, mais des tout petits bleds au fin fond de la Creuse,
coucou à nos amis Creusot, mais qui se louent et qui sont très rentables. Donc, l'immobilier locatif, c'est un placement qui peut fonctionner sous plein de formes, à plein d'endroits différents. Creusois, désolé Lionel d'avoir froissé tes terres d'origine. Mais voilà, tout ce que je voulais insister, et c'est vraiment important que vous ayez ça en tête, c'est que demain, entre un 7% de rendement à Béziers et un 6,5% à Angers, les dynamiques n'étant vraiment pas les mêmes dans les deux villes, pour moi, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'hésitation à faire. Comme on l'a dit précédemment, investir, c'est aussi, certes, percevoir un loyer, mais aussi dégager une plus-value à la revente. Je peux vous dire que vous en fichez un peu d'avoir un 1% de rendement de plus quand vous faites, voilà, quand votre bien prend 42% en 5 ans. Je peux vous assurer quand vous regardez l'argent que vous allez vraiment effectivement recevoir dans votre poche à la fin de votre investissement, ces 1% de plus de rendement en plus ne vont pas vraiment peser lourd dans la balance. Maintenant, voilà, investir, c'est un peu aussi comme quand on surfe. Il y a une vraie. J'aime bien cette allégorie parce que c'est l'objet pour prendre la vague, la meilleure des façons, le mieux, c'est de prendre la vague quand elle est en train de se former, voilà, avant qu'elle ne soit trop haute. Donc, prendre au bas de la vague pour aller se faire porter vers les sommets. Et c'est tout l'enjeu de voilà, sélectionner ces villes, ces zones. C'est de savoir quelles sont les villes qui ne sont pas au sommet de la vague. On pense par exemple à Bordeaux qui a énormément pris de valeur sur les 10 dernières années. Nantes également. Alors même s'il reste des zones très intéressantes, je pense en banlieue, dans les quartiers un peu plus périphériques de Nantes et de Bordeaux, ces deux agglomérations que je viens de citer. Voilà, c'est certain. L'hypercentre de Bordeaux, c'est un peu tard. Il y a 10 ans, c'était vraiment le meilleur moment. On est clairement sur un haut. Attention à aussi investir au bon endroit pour ne pas se retrouver sur la période descendante, parce que ce n'est pas interdit que dans certains marchés, il y ait des corrections et que les prix descendent également. La tendance globale de 2022, ce qu'il faut retenir quand même, si on devait faire une généralité, c'est que voilà, on a eu cette crise du Covid qui nous a tous impactés, une généralisation du télétravail qui a vraiment rebattu les cartes dans dans la plupart des agglomérations, hein, avec une embellie des prix dans les zones périphériques, avec tous ces Français qui ont voulu aller chercher un peu de verdure, chercher un espace extérieur, aller chercher, gagner en surface et donc à s'écarter des centres-villes. Donc, on l'a vu à Paris, en Île-de-France, à Lyon, avec une envolée vraiment de tous les logements situés en périphérie, mais aussi intervilles. On a vraiment des disparités et alors là, c'est là qu'il faut parler de Marseille. Marseille, ce qui est très intéressant, c'est que Marseille, historiquement, est un marché qui sur les 20 dernières années, a très peu pris de valeur. Or, sur juste l'année passée, on a certains quartiers qui ont vu les prix exploser, littéralement des plus 30% dans certaines zones, juste sur un an. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a vraiment, voilà, encore une fois, c'est des phénomènes micro. Il y a, ça y est, une municipalité en place avec des projets qui sortent, des rénovations, des choses qui vont vraiment dans le bon sens. Encore une fois, ça se joue parfois à la rue, mais c'est intéressant quand même de le noter. Et puis aussi du côté macro, c'est tout bête, mais avec ce télétravail, on a de plus en plus de gens qui avaient l'habitude de vivre et de travailler à Paris, qui aujourd'hui, ou à Lyon, qui vont maintenant s'installer à Marseille, en région d'Aix-Marseille du moins, et prendre un coup de TGV pour revenir un jour par semaine, 2 jours par semaine, voire 3-4 jours par mois pour voilà, maintenir leur activité professionnelle. Donc ça a un petit peu rebattu les cartes et ouvert cette destination-là à une nouvelle typologie de population. On a énormément je peux vous dire qu'on est en contact quotidien avec des agents immobiliers locaux qui nous disent que voilà, désolé pour les Marseillais, mais il y a beaucoup de Parisiens qui débarquent et qui achètent au prix et ça fait énormément gonfler les prix. Pourquoi ils se redirigent massivement vers cette ville-là ? Outre le soleil qui n'est pas désagréable, c'est aussi qu'on a des prix de l'immobilier qui sont très, très, très accessibles encore
Et en fin de compte, parmi les grandes métropoles, je pense à Nantes, je pense à Lyon, je pense à Paris, je pense à Bordeaux, Marseille est encore une ville très accessible. Pour combien de temps? Eh bien, là, on est plutôt sur un creux de vague. C'est sûr que là, la vague a commencé à se former. On va voir jusqu'à combien de temps elle dure et jusqu'où les prix montent. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, investir à Marseille, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, elle apparaît voilà, tout juste en dessous de ce top 10 que je vous ai montré précédemment parce qu'il y a encore des critères économiques qui sont pas encore aussi bien développés que dans une ville comme Rennes, Lyon ou Toulouse. Mais une chose est certaine, c'est que les choses vont dans le bon sens et qu'investir à Marseille aujourd'hui, c'est loin d'être une mauvaise idée, bien au contraire. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour des principaux sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il est le temps maintenant d'aborder les questions et je vois qu'on en a plusieurs. Alors, je vais dans la section questions du coup et j'ai Christophe qui nous interroge sur où trouver les informations de vacances locatives d'une ville, d'un quartier. Alors, deux réponses à ça. La première, qui est une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous incite à regarder l'Observatoire des loyers. Vous tapez Observatoire des loyers, il y a un site internet dédié qui est maintenu à jour tous les trimestres, il me semble. Voilà, ça évolue. De toute façon, les loyers n'évoluent pas non plus de manière très, 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 très forte dernièrement. Ça vous donne un aperçu. C'est malheureusement imprécis parce qu'il n'y a pas ce niveau de détail, on va dire, par typologie de bien, par typologie de quartier. Mais ça vous donne déjà une première idée. La mauvaise nouvelle pour vous, malheureusement, c'est que ces informations de quartier, de loyer, c'est très compliqué pour se faire une idée très précise parce qu'il n'existe pas de base de données complète qui donne le loyer par typologie de bien, par quartier, etc. Et ça, c'est un travail qu'on mène en interne au quotidien parce qu'on est aussi connecté avec des acteurs locaux qui nous font remonter ces données systématiquement. Et voilà, donc aujourd'hui, nous, on se base un peu sur un mix de toutes ces données qu'on arrive à récupérer sur des sources externes, mais aussi au contact vraiment du terrain. Voilà. Quelle autre question on a Alors, Lionel qui nous pose la question, est-ce que les villes limitrophes de ces villes sont-elles tout aussi intéressantes? Et la réponse est oui, mais encore une fois, attention, parce que pour prendre l'exemple de la région Île-de-France, il y a des grosses disparités. Hein. Vous n'avez pas du tout les mêmes dynamiques à Saint-Denis que, par exemple, à Neuilly ou encore Cachan. Donc, ce qu'il est certain, et ce qu'on peut dire de manière générale pour répondre vraiment à la question, c'est qu'investir dans la périphérie d'une grande métropole, je pense à Lyon, avec par exemple Oulin, Villeurbanne, Bron, des villes qui sont en véritable vraiment mutation avec des projets de transport, de métro, de lignes de métro qu'on va étendre, de trams, des universités qu'on délocalise. Ça, c'est des super villes où investir parce qu'on bénéficie du dynamisme de la région lyonnaise et puis des infrastructures qui sont en train de se mettre en place pour vraiment qui vont avoir comme retombée inévitable de faire gonfler les prix. Ça, c'est une certitude. J'ai une question d'Alexis qui me dit quelles sont les villes qui vont prendre le plus de valeur sur les 10 prochaines années. Bordeaux, c'est un peu tard. Marseille, OK. What else? Alors, encore une fois, si vous voulez un peu plus de détails, il faudra patienter puisqu'on va sortir très prochainement tous ces classements avec tous ces chiffres détaillés. Mais dans les grandes lignes, aujourd'hui, Marseille, et c'est certain, on en a parlé, va compter parmi les villes qui vont prendre de la valeur dans la décennie à venir. Strasbourg également, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Lyon, c'est des villes qui, inévitablement, encore une fois, quand je pense à la ville, je pense à l'agglomération, présente des opportunités très intéressantes parce qu'il y a énormément de dynamisme économique. Et donc, qui dit dynamisme économique dit création d'emplois, qui dit création d'emplois dit mouvement de population, qui dit nouvelle population dit augmentation de la demande à l'achat comme à la location. Donc, c'est une bonne idée, dans tous les cas, d'investir dans ces villes-là. En plus de ça, il y a un marché locatif qui est très profond.
la question se pose pas. À l'inverse, Bordeaux, c'est vrai qu'on a eu un marché qui est un peu plus petit, une économie un peu plus déséquilibrée, moins étoffée que par exemple une ville comme Lyon. Pourtant, il y a encore des choses à faire. Mais voilà, comme je l'ai dit aussi précédemment, il faut peut-être ouvrir un peu plus ces critères, sa zone de recherche et regarder dans les quartiers également périphériques. La bonne surprise aussi qu'on a, et ça apparaît dans ce top 10, c'est Nancy ou Caen, par exemple, des villes de plus petite envergure, qui ne sont pas des villes qui historiquement ont pris énormément de valeur, mais pourtant, là, depuis 1 an ou 2, on constate une véritable embellie, si ce n'est voilà, explosion des prix dans certaines zones. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a des critères économiques qui sont réunis. On a un marché de l'emploi très développé, avec un très beau tissu de PME dans la région de Nancy, des étudiants en très grand nombre, une ville très bien reliée. On est à 1 heure et quelques de Paris. On a également un tissu économique avec toute cette région du Nord-Est qui est en fort développement de par l'accentuation des échanges intereuropéens, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir ce qui s'y passe, alors que sur la décennie précédente, ce n'est pas des villes qui voilà, ont vraiment eu le vent en poupe. Donc, euh, tout ça pour dire vraiment, aujourd'hui, il y a une véritable envolée des prix des villes moyennes, du fait également de ce Covid, ces possibilités aussi en télétravail, de ce changement d'aspiration pour certains ménages qui ont voulu quitter les grandes métropoles pour aller vivre dans des villes plus modestes, où on a moins de bouchons le matin, où on a moins de temps de trajet, etc. Donc, si je devais faire un top 10 des villes, vraiment compléter voilà, ce top 10 plutôt, la suite, c'est sûr, ça sera des villes moyennes qui sont en fort développement. Je pense à Dijon, et il y en a plein d'autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus comme question? Alors, j'ai euh, quid de la prise en compte d'une dépendance économique d'un secteur économique, l'aéronautique à Toulouse, par exemple? Bah, effectivement, c'est une bonne question. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a énormément d'ailleurs secoué le marché immobilier toulousain, parce que je n'ai pas le chiffre en tête, mais une bonne partie de l'économie est basée sur cette industrie hein, aéronautique, avec Airbus notamment, qui a élu son siège français. Et donc, quand l'industrie de l'aviation se porte mal, effectivement, les Toulousains ben, ont du mal à trouver un emploi ou à se maintenir en emploi et ont du mal du coup à emprunter. Donc, pour acheter une baisse de l'offre, des gens aussi qui souhaitent déménager par quête tout simplement d'un nouvel emploi dans une autre activité ailleurs, qui n'arrivent pas à trouver à Toulouse. Donc, c'est sûr que la dépendance à un seul, on va dire, secteur d'activité pénalise Toulouse par rapport à d'autres villes. Et c'est pour cette raison qu'on trouve d'ailleurs Toulouse après Lyon, au coude à coude avec Rennes. Cependant, parce que Toulouse, si on regarde, a vraiment de très belles perspectives de développement. Il y a énormément de projets d'urbanisme. Il y a aussi des quartiers entiers qui sont en train d'être créés. Il y a une très forte évolution démographique. Il y a une région du Sud-Ouest vraiment qui est en train de se connecter avec d'autres régions en France. On parle depuis des années déjà, mais on se dit que ça va finir peut-être par arriver, une liaison TGV beaucoup plus rapide entre Paris et Toulouse, ou Toulouse et d'autres villes. Et donc tout ça, mis bout à bout, vraiment, pourrait faire de Toulouse même la ville numéro 1 à investir en France, mais il y a cette dépendance économique un peu trop accentuée qui fait que la note baisse finalement. Mais ça reste quand même, voilà, 100% des Toulousains ne travaillent pas dans l'aviation, donc il y a quand même un peu une diversité par ailleurs qui laisse quand même de bonnes perspectives d'investissement à Toulouse. Cette présentation vous ait plu et n'hésitez surtout pas à faire appel
à nos services, à nos conseillers qui sont là pour justement vous aider, vous aiguiller à définir la bonne stratégie d'investissement, à choisir votre ville et puis vous guider dans les méandres de l'investissement immobilier locatif. Voilà. Eh bien, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre assiduité